Salut et bienvenue sur notre chaîne qui est basée sur l'étude des parasites. Je suis M. Koulibaly Samuel, labo-pharmacien. Nous allons élaborer l'étude de 20 parasites ensemble. Alors, restez jusqu'à la fin car nous allons entamer la première leçon dans la parasitologie qui est basée sur la dysenterie amibienne. La dysenterie amibienne est une maladie d'origine parasitaire due à la présence d'un parasite qu'on appelle Entamoeba isostica. Cette maladie est cosmopolite. Elle peut toucher à n'importe quelle personne. La dysenterie amibienne est répandue dans le monde entier, surtout fréquente dans les pays dont les conditions d'hygiène sont médiocres. Et il est classé ainsi, comme vous le voyez très bien sur l'écran. Et ces germes comprennent des grandes formes. Une forme morphologique qui est composée d'un pseudopode permettant au mouvement, un ectoplasme périphérique hyaléen, endoplasme central granulé et vacuole digestif. Et le noyau est composé d'un caryosome central, chromatine fine et périphérique. Et il y aura la présence des globules rouges lorsqu'il devient pathogène. Et nous avons la forme kystique par laquelle l'homme se contamine. Elle est résistante à la chaleur, au soleil et responsable à la dissémination de cette maladie. Alors, l'homme se contamine en ingérant les formes kystiques à travers les aliments sués, de l'eau suée. Il y aura la présence de deux cycles évolutifs, un pathogène et l'autre non pathogène. Le cycle non pathogène dépend de la condition de la personne. Quand la personne n'est pas immunodéprimée, elle est porteur sain. Alors, dans ces cas, il n'y aura pas de signes cliniques. Arrivé au niveau de l'estomac, les kystes seront dégradés sous l'effet du suc gastrique et vont libérer des petites amibes qu'on appelle les amoebules au niveau de l'intestin qui seront enfin libérées par les selles. Le cycle devient pathogène lorsque la personne est immunodéprimée, quand elle souffre de certaines maladies comme le cancer, le VIH et la malnutrition. Il peut être lié aussi aux différentes espèces d'Entamoeba. Dans ces cycles, les germes augmentent la taille et s'adhèrent à la muqueuse intestinale pour sécréter des enzymes protéolytiques qui provoquent des ulcérations en coups d'ongle et le germe devient hématophage. Il se nourrit du sang. Et cette forme s'élimine à travers les selles. Il ne se transforme jamais en kyste. C'est en ce moment que la maladie se développe. Les signes dysentériques vont s'apparaître. La fièvre, douleur abdominale, la diarrhée gléro-sanguinolente. Et la maladie peut se compliquer pour arriver à la phase de dissémination. Le germe se propage dans tout l'organisme. Il peut atteindre les différents organes comme le foie, provoque l'abcès amébien du foie, les poumons, le cœur et même le cerveau. Cette maladie est intolérante chez les enfants, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Le diagnostic direct repose sur la mise en évidence du parasite dans le sel, soit la forme morphologique ou la forme kystique. La forme morphologique est très fragile au milieu extérieur, raison pour laquelle il doit être examiné juste après l'émission. L'examen en état frais consiste à ajouter une goutte de l'eau physiologique à l'échantillon sur une lame et l'observer avec le microscope pour voir la mobilité de la forme morphologique. Et après la coloration, soit avec trichome ou avec l'école, cela permet la fixation du germe et la visualisation du noyau, du chromatine, du caryosome et même les globules rouges qui la consomment.
Les diagnostics indirects reposent sur la mise en évidence des anticorps anti-entamoeba isozika dans le sérum du patient. Les biopsies aussi permettent de faire le diagnostic. Selon l'OMS, le traitement doit concerner tout portage, qu'il soit asymptomatique ou non asymptomatique. Alors, le traitement repose sur l'administration des antiparasitaires. D'autres ne diffusent pas dans le tissu, comme les dicloxacide, nifuroxacide et paromomycine, qui sont très efficaces pour les kystes. Et il existe d'autres médicaments qui diffusent dans les tissus, agissent contre l'amibiase intestinale et extracolique, comme le métronidazole, tinidazole, ornidazole et secnidazole, qui sont très efficaces contre la forme morphologique. Pour se protéger de l'amibiase, il faut s'insister sur l'hygiène, le lavage des mains, la désinfection des légumes et la consommation de l'eau potable. La protection collective repose sur l'amélioration des conditions de vie, informer sur les risques de l'utilisation des engrais humains, dépistage et traitement des porteurs sains, installer un réseau d'eau potable surveillé et lutter contre les mouches. Voilà la fin de notre première leçon en parasitologie. Si vous trouvez cela intéressante, n'oubliez pas à liker, à vous abonner et partager pour ne pas manquer le reste.